justement, représente beaucoup, beaucoup de femmes. Les femmes sont omniprésentes dans ta vie. Tu en parles beaucoup dans ton livre. Il y a les femmes qui ont été, il y a ta génitrice, Surtout celle qui que t'a j'ai- mise au monde, celle j'ai- qui t'a élevé, celles que tu as épousées, il y en a 3 quand même. Et puis Oui. tes filles, celles qui Oui. maintenant, effectivement, t'accompagnent au cirque. Oui. Alors, non, mais l'histoire est plus compliquée que ça. En fait, j'ai eu 2 mères. C'est un peu compliqué parce que mon père avait... et donc, il avait sa femme, qui était une gitane, elle aussi. Et mon père adorait les enfants. Garçon ou fille, ça lui était égal. Mais il adorait les enfants. Et sa femme ne peut pas lui donner d'enfants. Et alors, il y avait quand même cette tradition très ancienne où nous, les tziganes, enfin les gitans, manouches, bohémiens, beaucoup d'hommes avaient plusieurs femmes. C'est des choses qui se faisaient. Et pourquoi ça se faisait? Parce que ça ne se fait pas d'abandonner sa femme, si vous voulez. Lui mettre un coup de pied aux fesses et lui dire va-t'en, ça ne se fait pas. Donc, il s'est mis d'accord avec sa femme et mon père a pris une deuxième femme. Donc, cette deuxième femme est devenue ma mère. Alors, je suis élevé dans une caravane qui fait à peu près 10 mètres de long, sur 2 mètres 50 de large. Et ces 2 femmes me détestent. Parce que pour la première femme de mon père, je suis le fils de l'autre. Et ma mère me déteste aussi. Enfin, détester, c'est peut-être pas le mot, mais elle ne m'aime pas. Parce que ma mère n'était pas maternelle. Et si ça n'avait tenu qu'à elle, elle n'aurait jamais eu d'enfant. Et il s'est passé une chose finalement amusante, c'est que à l'âge de 7 ou 8 ans, je suis complètement misogyne. Quand j'ai une femme devant moi, pour moi, c'est un ennemi. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que j'ai quand même fait 5 filles, et j'en ai même fait un poème. Et le poème dit « Moi qui étais si misogyne, je ne fais que des filles. Dieu m'a donné une bonne leçon que je méritais, et il m'a fait un grand cadeau que je ne méritais pas. » Alors justement, tu parles beaucoup, tu disais que tu étais misogyne et finalement tu parles dans ton livre et assez souvent, parce que je t'ai entendu encore l'autre soir le souligner, tu parles du matriarcat. Est-ce que le matriarcat est vraiment caractéristique des familles tziganes? Parce que on aurait tendance à plutôt penser l'inverse. Je ne sais pas d'où vient cette... je pense pas exagérer, j'ai vraiment le sentiment qu'on est qu'on est une société matriarcale. Alors, est-ce que c'est, en temps de guerre, les femmes prennent la place des hommes dans les entreprises? Est-ce qu'on a quelque chose de cet ordre? Puisque chez nous, il y a quand même beaucoup d'hommes qui sont en prison aussi. D'ailleurs, dans un de mes livres, j'avais écrit « Être tzigane, c'est aller en prison plus vite qu'un autre ». Mais est-ce que ça vient de là? Je ne sais pas. On sait quand même que dans la préhistoire, maintenant, cette image qu'on a du gars avec son gourdin sur l'épaule et traînant sa femme par les cheveux, on sait que c'est une image complètement fausse. Tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire que c'était exactement le contraire. Celui qui est mis sur un piédestal, c'est la femme, c'est pas l'homme. Et comme nous, on est une société quand même assez archaïque et qui vient de loin, peut-être que c'est de cet ordre, je ne sais pas. Toujours est-il que... Et moi, ça me va très bien, ça. Parfait, pas de problème, pas d'objection. Et justement, à partir de là, tu soulignes énormément le respect que tu as pour les femmes, tu viens de le dire, tu viens d'expliquer. Le respect aussi que tu as pour le travail, la qualité du travail. Ça ressort énormément dans ton livre, ce travail dans le cirque, donc. Et puis, finalement, quand j'entends ça, que j'entends parler de poésie, quand j'entends parler de luth baroque, il faut de la sensibilité quand même pour jouer du luth, je me dis que pour un dompteur de fauves, tu es plutôt un tendre. Oui, mais c'est... dans les cirques, les gars qui font travailler les éléphants, les chimpanzés, les ours et les lions, ce sont des brutes. Et c'est le métier qui veut ça. C'est un peu comme à un moment, le ministère de la Culture voulait changer tous les gens qui font du cirque par des jeunes qui venaient des écoles de cirque, c'est-à-dire le fils de l'avocat, les fils de l'épicier, tout ça. Et évidemment, ça n'a pas fonctionné.
parce que le cirque, c'est un métier très dur. Et c'est un peu comme si on avait voulu remplacer les marins par des gars qui sortiraient des écoles de flamenco. Je veux dire, voilà l'intelligence qu'a eu le gouvernement français. Évidemment que ça ne pouvait pas marcher. C'est une affaire qui a coûté une fortune. Et maintenant, depuis quelques mois, c'est une évidence que c'est un échec. Mais c'est un échec qui dure depuis 25 ans. Et comme ça. Le constat que l'on peut Nous sommes faire... très très bien dirigés. En tout cas, je constate que le côté artiste domine dans ton travail, dans ta vie. Et justement, dans le domaine artistique, là, je me tourne vers Louise Ruiz, qui lui met ses capacités artistiques, son goût artistique, au service de la cause également gitane, puisqu'il veut transmettre un message. La transmission orale, eh bien, il l'exprime, mais il l'exprime par la voix, mais aussi par le rythme et par le mouvement. Et j'espère que tu vas nous en parler et nous dire de quelle manière, justement, tu transmets ce message. Parce que la guerre noble, quel genre de guerre est-ce d'abord? C'est une guerre qui n'est pas si violente que ça. Tout d'abord, bonjour tout le monde. Non, elle n'est pas si violente que ça. Au contraire, elle est pacifique, cette guerre. Elle se veut noble parce que derrière ce livre, derrière ces écrits, il y a un sentiment de revanche. Pourquoi un sentiment de revanche? Parce que l'écriture, les mots, elles me sont apparues un jour où j'étais tout gamin, je devais avoir une dizaine d'années, 10-11 ans. Et ça se passe à l'école primaire. Et là, je fais un devoir d'école sur la corrida. Un devoir sur la corrida. Je rends ce devoir au maître. Et ce monsieur se lève, prend les copies, bien sûr, des élèves, lit les copies des élèves, vient mon tour, puis il lit ma copie. Et il se met à lire. Et je vois son visage changer. Et puis il me dit comme ça, devant tout le monde, comme ça, Louis, s'il te plaît, tu peux te lever? Frère, tout gamin, je me lève. Il me dit, c'est très bien ce que j'ai fait là, Louis. Mais où tu as copié ça? Je fais, non, monsieur, c'est moi qui l'ai écrit. Je te gronderai pas, tu peux me dire la vérité, Louis. On t'a aidé, tu l'as copié. Et puis j'ai menti. J'ai dit oui, je l'ai copié. Et là, j'ai senti comme un soulagement dans ses yeux, dans son regard. Il m'a dit, c'est très bien, Louis, tu peux t'arrêter. C'est à partir de là, j'ai compris qu'il va falloir, qu'il faut encore que je me batte pour faire voir. Parce que voilà, ça, la guerre noble, c'est... Croyez-moi que je me suis battu des années et des années pour que ce livre apparaisse. Parce que voilà, dans le monde des gadgets, chez les gadgets, un gitan qui écrit, qui fait du slam, qui fait pas jobi joba, voilà, c'est pas possible. Ah bon, reste chez toi. C'était ça, la guerre noble, c'est ça. Ça vient de là. Et ça, c'est très intéressant ce que tu dis là. Mais alors, dans le slam, qu'est-ce que c'est finalement que le slam? Dis-nous, explique-nous le slam. Et en plus, un slam gitan, c'est quoi? Le slam tout court, le slam en français. Je suis un amoureux de langue française. Je suis un amoureux, je suis comme ça, j'adore la langue française. Sans pas me l'enlever. Après, le slam pour moi, c'est le prolongement de la plume. Tout simplement. Vous savez là, aujourd'hui être là, un gitan qui prend la parole, un micro, qui s'exprime. Croyez-moi, et ça je suis pas la victime, au contraire. Je suis pas là pour faire du Zola. Mais croyez-moi que c'est dur. Alors, quand j'ai la parole, je me profite, à travers le slam, bien sûr. Je fais passer des messages à travers le slam. Mon ressenti, la façon de dire, on est comme vous. Faites un effort. Et nous aussi, on doit faire un effort. Bien sûr, on doit faire un effort. Ce changement de regard, notre regard envers vous. C'est cela le slam. C'est le prolongement de ma plume, l'oralité. Ça, je comprends bien. Donc, je ne veux pas te faire trop souffrir, mais comment tu as été attiré quand même par le slam, par cette forme d'expression? Ça aurait pu être autre chose. Elle est venue naturellement, quoi. Je vais vous dire ça, ça s'est fait naturel, je vous dis. Pour moi, c'est ça, Oui, c'est un phénomène, évidemment, de jeunes et de la génération contemporaine. Tout à fait. Tu as fonctionné avec ton temps. Bien sûr. Je vous dis, je sais pas faire.
Bambolé, je ne sais pas faire. Faire du Diego Reinhardt, je ne sais pas faire. Alors peut-être que je sais faire, je sais un peu écrire. Certains disent pas mal, tant mieux, grâce à Dieu. Et je sais slammer, pour certains. Donc pourquoi pas. C'est le prolongement là aussi. De la rumba, du flamenco, du jazz, on monte, on est dans le slam, c'est très bien quoi. C'est ton mode d'expression. Bien sûr. Et quand tu vas dans les écoles, alors, voilà. Qu'est-ce que tu transmets par le slam et par la parole, eh bien, aux enfants que tu rencontres dans les écoles? Tout d'abord, oui, un peu Je suis sorti à l'école par la fenêtre. On pense au lien sur ce que tu nous as bien dit sûr. de l'école. Et je rentre par la grande porte. Dans ton cas. Tu rentres par la grande porte. Bien sûr, ça fait une différence. Je sors d'une résidence de 4 mois dans un collège privé à Bellevue, sur Alès. Donc j'ai fait un travail avec les élèves. Et on s'est régalé. Quelque part, j'ai su, c'est un peu prétentieux de ma part, mais j'ai su donner un peu de l'oralité, donner un peu de l'oralité, parce qu'à l'école, c'était cadré, c'est comme ça, c'était très formaté. Et puis là, je suis arrivé avec mes quelques cahiers. On a réussi à monter un spectacle extraordinaire avec ces gamins. J'ai des parents qui sont venus me voir, m'ont dit « Louis, mon gamin était pas très bien, et grâce à toi, il est différent quoi, au niveau de l'écriture, au niveau de la lecture. » Il m'a dit et ça pour moi, voilà, c'est la guerre noble, c'est ça. Voilà. Mais dans ce monde justement contemporain, là, celui de ta génération où tu t'exprimes, qu'est-ce que tu souhaiterais? Quel serait ton idéal justement par rapport aux gitans que tu es, au message que tu veux transmettre et que tu souhaiterais faire comprendre à ceux qui ne sont pas justement gitans et ceux qui ne sont pas tziganes? C'est très compliqué ce que vous me demandez là. Je me pose, je vous dis, Est-ce que tu as le souhait, est-ce que tu idéaliserais un monde qui te conviendrait? Ou par exemple, on serait tous comme toi, des gitans, des tziganes? Ou le contraire? Moi, je dis tout simplement, on est tous frères humains avant tout. Je me pose des gitans parce que c'est le festival, voilà. Mais avant tout, on est tous frères humains. Moi, face à quelqu'un qui est face à moi, je ne vois pas s'il est noir, s'il est blanc, s'il est chinois, s'il est musulman, s'il est juif, s'il est chrétien. Pour moi, j'ai deux personnes, belle ou pas, je ne sais pas. Après, je vais découvrir en faisant connaissance avec elle. Mais avant tout, j'ai une personne. Voilà. Après, chez les gitans, c'est entre nous, en tout cas, ça se passe comme ça, chez les gitans. Je ne cherche pas à savoir qui il est, qu'est-ce qu'il a fait. On a une personne devant soi. Puis, si elle est belle, elle est belle. Si elle n'est pas belle, elle est tant pis. Vous voyez? Là, c'est très clair. Et justement, alors là, tu as eu une phrase, là, j'aimerais bien te faire expliquer un petit peu. Tu dis, le plus important pour un gitan, c'est de conserver sa liberté de gitan. Qu'est-ce que c'est la liberté de gitan? Là aussi, c'est pareil. La liberté de gitan, elle est un peu... liberté, en tout cas, pour moi, le gitan doit conserver son peu de culture qui lui reste. Vous voyez ce que je veux dire? S'il arrive à conserver sa culture, pour moi, c'est la plus grande des libertés. C'est ça. D'arriver à conserver sa culture. Parce que tout ce qui se passe, l'Internet, la mondialisation, c'est très très difficile de conserver sa culture. Et là, pour moi, ça c'est la plus grande des libertés. De savoir conserver sa culture. C'est vrai que de nos jours, c'est pas évident. Alexandre veut intervenir, commenter là-dessus. Moi, c'est un constat où tout est fait pour qu'il n'y ait plus de tziganes en Europe. Un exemple tout bête, on peut voyager avec nos caravanes, mais on ne peut pas s'arrêter. Or, notre jeunesse, mais il n'y a pas que la nôtre, la vôtre aussi, elle est mal en point. Moi, je dis que quand ma plus jeune fille sera vieille, les tribus tziganes n'existeront plus. Comment résister à la mondialisation? La mondialisation, c'est la mort de toutes les cultures. C'est-à-dire que c'est en voie de... c'est déjà enclenché. On va tous manger la même chose, on va tous s'habiller de la même façon, on va tous parler la même langue. Comme par hasard, ce sera l'anglais, alors qu'il y a des milliers de langues dans le monde. Et on va tous penser pareil. C'est-à-dire qu'on ne va plus penser.
On ne va plus penser, puisque on pensera comme une seule personne. Et donc, alors aujourd'hui, vous ne pouvez pas ouvrir une revue, un journal, une radio, une télévision sans qu'on vous dise tu dois avoir la plus belle montre, le plus beau costume, la plus belle voiture, le plus beau compte en banque, la plus belle femme. Voilà, c'est ça qu'on met dans la tête de la jeunesse. Eh bien, on va droit dans le mur avec ça. On va essayer de penser à tout ça. Mais oui, parce que nous n'avons pas fini nos tours de table. Un tout petit extrait parce qu'on parle de ça. Nouka, oui, une toute petite Un phrase. tout parce que nous n'avons pas fini le tour de table. avant-propos du livre La Septième Fille dont on parlait. Mon père dit « La liberté n'est qu'un mot, pour lequel bien des peuples ont lutté en vain. L'esclavage, sous le joug, secoue parfois ses chaînes, mais c'est peut-être sous une autre domination. Où est la liberté ? Si on appelle liberté le fait de pouvoir circuler à sa guise à travers une nation ou divers pays comme le font la plupart des Roms, de n'avoir aucun but dans la vie sinon d'aller vers des horizons inconnus, de ne posséder aucun abri ni refuge en cas de tempête, de travailler chaque jour pour gagner son pain et sans se soucier du lendemain, de mourir au hasard, de naître n'importe où, de grandir dans la boue ou dans la poussière, de suivre à demi-nu une voiture, de prendre plus de soucis de son cheval que de ses enfants, d'obéir aux lois, non seulement à celles du pays, mais encore à celles de la tribu, voilà la vie du tzigane. Où est la liberté ? Merci Nouka. Mais là maintenant, nous devons nous tourner vers Marc, parce que justement, moi j'aimerais bien savoir ce qu'il pense de la liberté merci beaucoup. dans le monde de tzigane, bien entendu. Et je voudrais savoir si on peut considérer la liberté comme un mythe ou comme un fantasme. J'en pense, posé comme ça, j'en pense pas grand-chose. J'allais dire que la particularité des tziganes, et quels que soient les groupes, les familles dont on parle, les univers dont on parle, il n'y a pas de tziganes qui ne vivent pas dans un monde de gadgets ou de payos. C'est-à-dire que c'est obligatoirement vivre dans un univers de gens qui sont un peu différents, un peu autres, et la liberté, c'est justement de s'inventer une manière d'être dans ce monde, d'une manière, j'aime bien le mot d'un manouche de Pau, qui disait un jour à Jean-Luc Poyetto, un de mes collègues, tu sais, nous on est arriérés. Et Jean-Luc, qui est habitué, évidemment, pose pas de questions. Et puis, ce vieux manouche vient le voir en lui disant « Je crois que tu n'as peut-être pas compris ce que j'ai dit. Nous, on est en arrière du monde des gadgets. On est un peu décalé. On a une manière un peu différente de vivre le monde. On invente une autre manière d'être présent dans votre monde et dans notre monde. Et la liberté, j'allais dire, c'est quand j'étais étudiant que j'ai interrogé des amis, des Hongrois, hein, des Roms français qui étaient sur le voyage, et que je disais, moi, jeune raclot, non marié, donc, pas père, je disais, mais qu'est-ce que vont faire tes enfants? Ils disaient, ils font le métier de gitan. Ah, d'accord, ça aide vachement le sociologue. Et je lui dis, c'est quoi le métier de gitan? Il me dit, ben, c'est proposer, c'est vendre aux gadgets, aux payos, ce dont ils ont besoin. C'est chiner, c'est effectivement. Et il me dit, mais c'est à l'époque, dans les années 80, où se montent des tas d'associations qui veulent transmettre la culture gitane. On veut réapprendre aux gens à faire des paniers, on veut réapprendre aux gens à faire de l'étamage, on veut, ceux qui n'étaient plus concernés du tout. Et il dit, mais je ne sais pas dans quel monde ils vivront, mes enfants. Ça sera à eux de le découvrir. Et en fait, qu'est-ce qu'ils m'ont appris? Ils m'ont appris ce que moi j'ai découvert en étant père. C'est que le monde dans lequel est né mon fils, maintenant il a 30 ans, il est maraîcher, et il est dans un monde qui est autre chose, qui est le monde d'Internet, qui est le monde de... bon, tout le monde a évoqué le monde de la mondialisation, mais qui est le monde de circulation, mais tu réinventes. Et quand Louis fait du slam, je veux dire, évidemment, il ne va pas se mettre à faire du flamenco. Bon, il y en a certains à Port-de-Bouc qui se... on en parlait tout à l'heure des gitans catalans
qui se sont mis à faire du flamenco et ils veulent pas être comme ceux de justement pas faire de la rumba. Et donc ils vont en Andalousie pour faire du conterrondo. Moi, les Hongrois, des familles hongroises, enfin, ce qu'on appelle les Hongrois, qui sont les Roms français, ils font du flamenco, ils font de la rumba, alors que ils vont faire, c'est la musique qu'ils vont faire pour gagner leur vie. Notre mondialisation, c'est un libre-échange. C'est ça ce que tu dis, mais c'est très bien ce que tu dis, c'est vrai. C'est le libre-échange. Mais c'est la plus grande des libertés. Comme je disais tout à l'heure, ça c'est... Et chacun, toi ta génération, tu es à l'Est, tu réinventes le slam, comme il y en a d'autres qui font... tout à fait. Quand Johanna Rubio, qui est à Montpellier, travaille sur la musique des familles catalanes, il n'y a pas de tradition de chanson, parce qu'il n'y a pas de la tradition de chanson dans toutes les familles. Bon, et bien, les filles... Voilà. Mais la famille, les filles, elles écoutent la Starac, les mecs, ils écoutent du rap, et puis quand ils se marient, ils se mettent d'un seul coup à se passionner pour le flamenco. Parce qu'ils redeviennent ritanos. Je parle de l'Esperanza, je parle pas de tout le monde. Il n'y a pas de généralité. Quand on dit les tziganes, c'est des univers. Moi je dis, je connais que des familles et des contextes. Je ne peux pas généraliser. Je dis, voilà, à tel endroit c'est ça, à tel endroit. Et la liberté, c'est la liberté, effectivement, de réinventer dans le monde contemporain sa présence et sa manière d'être à la gitana, une manière d'être romanesque, hein, de faire les choses romanesques, de faire les choses à la manière des Roms. Mais la manière des Roms, de ceux des Slovensko-Roma, les Johane Roma de Turin, c'est pas la même chose que les Hongrois, que ceux de Montreuil, etc. Mais il y a un point commun, c'est une manière d'être présent au monde, d'être présent dans le monde des gadgets, d'être présent dans le monde des paillots, et de, justement, faire perdurer la culture. C'est pas le mythe des origines d'une tradition pure et dure, c'est la réinvention au quotidien d'une manière d'être au monde. Ça serait une liberté d'accepter, alors non seulement les différences entre les tziganes et les non-tziganes, mais les différences entre les tziganes eux-mêmes. C'est ce que tu viens de souligner, puisque justement, les particularités varient. Chacun a sa manière d'être au monde, dans sa famille, de pouvoir faire perdurer ses valeurs. Tu les réinventes. Excuse-moi Alexandre, mais il est issu de Sinti. Il vit une histoire fantastique avec une Rome hongroise et il réinvente quelque chose. Et ses enfants, ses filles sont françaises en France, réinventant une forme multiple de la présence tzigane, ce que moi j'appelle les présences tziganes. Il n'y en a pas une, il y a les. Oui, mais moi, mes enfants, je les ai beaucoup protégés. Je vous l'ai dit, ils n'ont pas été à l'école. Et alors, je remarque quand même que notre culture part... Vous savez, vous tirez sur les mailles du tricot. Et moi, j'ai un marqueur qui pour moi, est très parlant. Chez nous, donc, tribu tzigane, manouche bohémienne, romanichel, on va simplifier en disant tzigane, la pudeur est presque maladive. Tellement la pudeur est forte. Une pudeur de sentiment et une pudeur de vestimentaire. Quand nos femmes et nos filles commencent à raccourcir leurs jupes ou qu'elles se mettent en pantalon, comme on sait que la femme, c'est la colonne vertébrale de la société, car nous sommes une société matriarcale, eh bien en vérité, on est en train ou on est déjà sorti de la culture tzigane. Voilà. Et là, je constate que c'est de plus en plus comme ça, et c'est pour ça que je dis, ma fille qui a 16 ans, quand elle sera vieille, les tribus tziganes n'existeront plus. Bon, c'est comme ça, c'est la marche, le monde marche comme ça. Il y a aussi une autre raison, c'est que toutes les cultures minoritaires sont condamnées. Mon père est né avant la guerre de 14, et il me disait, d'une région à l'autre, on était dépaysés. En France,
C'est-à-dire que les gens parlaient pas exactement de la même façon, ils n'étaient pas habillés de la même façon, ils n'avaient pas les mêmes activités. Aujourd'hui, il y a 2 ans, on était en Chine. Bon, moi, je traverse l'Europe en long et en large. Je vois plus aucune différence. Je vois les mêmes vêtements, il y a les mêmes programmes de télévision, il y a les mêmes voitures. Au revoir, ma chérie. Au revoir. À bientôt, on s'appelle. Il y a 2 ans, on était en Chine. Incroyable. Je me disais, à la Chine, pareil. Les mêmes voitures, les mêmes vêtements, tout pareil. Ça s'appelle la mondialisation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'une culture. Et toutes les cultures minoritaires sont, allez, je vais être un peu méchant, dans le couloir de la mort. Alors on peut parler de liberté autant qu'on veut. Moi aussi, j'aimerais bien qu'on garde notre culture. Déjà qu'on garde notre médecine. Car nous avons une médecine qui soigne, qui guérit presque tout. Mais malheureusement, c'est comme ça. Les cultures minoritaires sont condamnées. Voilà, et bien merci Alexandre. Comme la langue française. Et je le regrette, car je suis un amoureux de la langue française. Et pas un amoureux de ma langue d'origine. Moi, je suis un amoureux de la langue française. Et partout vous entendez l'anglais, vous mettez la télé tous les jours, ou la radio, tous les jours, il y a un nouveau mot anglais. Voilà, c'est comme ça. Alors qu'est-ce qu'on peut merci, faire? Alexandre, on va devoir libérer les lieux. J'ai Et donc- plombé l'ambiance. Vous savez qu'il y a une autre table ronde qui a lieu en ce moment, mais je voudrais terminer par quand même un mot de la fin, qui est une phrase de Patrick Williams, qui est un ethnologue, et qui a dit, et ça fait suite à ce qui vient d'être entendu, les tziganes montrent que dans le monde, eh bien, il est possible de construire d'autres mondes. Voilà ce qui peut illustrer ce que l'on a dit. Et maintenant, je suppose que Ruiz va s'exprimer à sa manière. Un petit morceau. Louise Est-ce que Ruiz. vous êtes d'accord tout d'abord? Je peux pas, moi je suis pas là pour m'imposer. Dire, bon, moi. Est-ce que vous êtes d'accord? Après, vous n'oublierez pas que déjà, il y a une autre séance qui a commencé dans le chapiteau à côté. Et merci d'aller voir les livres également, qui sont soit à la librairie Sétoise, soit à la librairie Gavaudan, le stand jaune et le stand bleu. J'ai fini. Et les éditions Valada, spécialisées dans les livres sur les sujets tziganes. Écrits par des tziganes. Le micro, non? Si tu peux. Tu peux lui tenir ta main? Si. 1, 2, 1. Un petit slam, après on va descendre en bas et on va se... Tu es installé en bas, Toff? Hein? Alors ce slam s'appelle La route des mots. Ça raconte, en quelque part, ça raconte un peu mon parcours chaotique dans l'écriture. Si. J'ai suivi la route des mots, ce voyage que je ne connaissais pas. J'ai commencé ce voyage depuis mon enfance, sans ma famille, mais avec sa force en moi. Sur ma route, j'ai aussi rencontré la méfiance des mots qui me criaient, mais qu'ils repartent sur les routes de l'ignorance. C'est son destin, il s'est trompé de voyage. Sur le chemin des mots, j'ai semé des phrases un peu partout, pour tous ceux qui voulaient suivre mes pas, pour rendre possible l'impossible. Pour celui ou celle qui cherche un nouveau chemin dans sa vie, je lui dis, suis la route des mots, voyage avec tes rêves, pour seul bagage. Je suis parti à la recherche des mots, sans caravane, sans roulotte, mais avec la revendication de tout un peuple. Et c'est le voyage de la dernière chance pour vous dire des mots sincères comme « Prends ma main,
Viens avec moi et tu verras que je suis comme toi. N'écoute plus ces mots qui parlent de moi, toujours de la même façon, sans me connaître. Je suis parti à la recherche des mots, sans jamais reculer, même si parfois j'ai trébuché. Ce long voyage, je le dois à la colère, au regard des gens, aux paroles qui ont frappé mon orgueil. J'ai failli me tromper de route en suivant celle qui mène à la honte et au désespoir. Là où les mots ne servent plus rien d'autre qu'à mentir et à crier sa haine envers les autres. Nous avons choisi ce voyage. Je l'ai pris sans guitare, sans chanter, mais avec l'espoir qu'un jour, nos regards changeront pour faire ensemble un bout de chemin sur les routes des droits de l'homme. Accompagne el maestro Christophe Hernandez. Bon, eh bien, si vous voulez encore écouter du slam, rendez-vous.